tous et puis bienvenue donc à l'Institut franco-américain. Pour ceux qui étaient là vendredi dernier, nous avons parlé donc de la présidence Trump. On va s'éloigner un petit peu de cette présidence, quoique. Donc nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Eric Schnackenburg qui nous vient de pas très loin, de l'université de Nantes où il est professeur d'histoire moderne. Et il vient de publier donc un bel ouvrage qui s'appelle La quasi-guerre, le conflit entre la France et les États-Unis, 1796-1800. Donc voilà, après, il faudra faire un passage à la librairie. Et donc ce soir, on va parler, ou M. Schnackenburg va nous parler du miracle de la relation entre les États-Unis et la France, point d'interrogation, une contre-histoire de l'amitié franco-américaine à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, donc M. Schnackenburg parlera sans micro, mais je ne me fais pas d'inquiétude, donc parce que c'est plus simple. Voilà. Merci. Merci. Si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à me le dire. Je voudrais d'abord remercier l'Institut franco-américain et Hilda pour son invitation. Donc je vais vous parler du miracle de la relation franco-américaine, pour interrogation, une contre-histoire de l'amitié franco-américaine. Alors d'abord, une petite précision, qu'est-ce qu'une contre-histoire du jargon un peu d'historien. Contre-histoire, c'est une approche critique du discours, disons, généraux, et qui vont tous à peu près dans le même sens. En fait, ça permet d'envisager des perspectives alternatives pour remettre en question des récits un petit peu convenus. Voilà. Donc c'est une sorte de regard critique. Alors, il s'agit donc de faire une contre-histoire à partir de cette réflexion qui m'avait marqué il y a quelque temps, de la rencontre entre Trump dans son premier mandat, Emmanuel Macron. Vous savez, c'était ce moment où on se demandait lequel des deux allait lâcher la main de l'autre qui le serrait, lequel des deux allait baisser les yeux, etc. Vous voyez, donc une poignée virile. Emmanuel Macron avait célébré le miracle de la relation franco-américaine. Alors, évidemment, quand on écoute le discours du président et qu'on connaît un petit peu cette histoire-là, il y a plein de choses qui nous reviennent à l'esprit. Par exemple, quand vous voyez ici la Chambre des représentants à Washington, et que voit-on ici à gauche, ici, eh bien, vous avez par exemple un portrait de Lafayette. Donc c'est tardif, enfin pas le Lafayette de l'époque de la guerre d'indépendance, mais un portrait plus tardif dans sa tournée américaine, qu'il a fait un petit peu plus tard. Et finalement, Lafayette, évidemment, incarne finalement, rien que le nom, finalement, incarne cette amitié franco-américaine. Il y a, par exemple, le nom de Fayetteville, etc., aux États-Unis. On a également, pendant la Première Guerre mondiale, l'escadrille Lafayette, qui est composée de volontaires américains qui viennent servir en France avant 1917, donc avant l'entrée en guerre et après l'entrée en guerre. Et puis on a le très fameux Lafayette nous voilà, qui est lancé par le général Stanton au cimetière Picpus le 4 juillet 1917. Donc cette idée que, en quelque sorte, la France est venue aider les États-Unis et les Américains viennent à leur tour aider les Français. Alors, sur quels éléments se base cette conviction? Eh bien, bien sûr, sur la participation française à la guerre d'indépendance américaine. En particulier, plusieurs éléments sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir. Deux traités qui sont conclus en 1778, un traité d'alliance et un traité de commerce. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis toute l'aide fournie par les Français à l'armée américaine, avec évidemment en point d'orgue la collaboration entre Lafayette et Washington. Et d'ailleurs, pour illustrer cette collaboration, eh bien, je vous montre ici quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, dans une exposition qui s'est tenue il n'y a pas très longtemps à Versailles. Vous voyez le chiffre, donc le code, qui servait à correspondance entre Lafayette et Washington. Et donc vous voyez, donc il y a quelques... Donc ça c'est assez classique, hein, les chiffres de cette époque, mais ils avaient une manière finalement de communiquer entre eux pour éviter évidemment que leurs lettres soient interceptées par les Anglais. Donc évidemment, symbole important. Autre symbole important, évidemment,
c'est à Yorktown, donc en Virginie, le lieu de la bataille de 1780, qui incarne, hein, mieux que tout autre, la collaboration entre les Français et les Américains, avec cette capitulation anglaise le 19 octobre 1780, qui de fait met un terme aux événements militaires de la guerre. Alors la paix sera signée qu'en 1783, mais quand l'armée de Cornwallis capitule à Yorktown en 1781, les Anglais savent qu'ils ont perdu la guerre. Hein, déjà, ils se sont doutés un peu avant, mais là, Lord North dit à ce moment-là, tout est perdu. Bien. Alors, sur les lieux de la bataille, en tout cas, il y a cet obélisque hein, qui a été érigé en 1884, et quand vous regardez un peu cet obélisque, quand vous faites le tour, et vous voyez sur le piédestal, eh bien, vous avez des mentions de l'aide française fournie aux États-Unis pendant la guerre d'indépendance. Vous voyez, on parle ici des traités hein, premiers qui sont conclus entre la France et Louis XVI, et puis la collaboration au moment de la bataille de Yorktown. Vous voyez, on vous parle ici de 7000 Français qui ont combattu avec les Américains, plus évidemment la marine de l'amiral de Grasse. Alors, cette bataille de Yorktown, encore une fois, elle est très importante. Je vous montre ici, par exemple, une médaille. Alors ça, c'est une médaille qui a été refaite en 2023, mais sur un modèle qui a été frappé à l'époque, qui célèbre cette victoire franco-américaine de Yorktown. Alors, vous voyez deux, trois éléments sur lesquels on va revenir. Donc Minerve, hein, qui représente la France, vous voyez le bouclier avec les fleurs de lys, qui protège un jeune enfant. Cet enfant, c'est Hercule, parce que vous voyez, il tient un serpent dans chaque main, et qui protège évidemment du lion britannique avec l'aide de ville. Alors, je l'ai traduit comme ça, j'ai eu un peu de mal, alors c'est pas très beau. L'enfant courageux n'est pas sans l'aide des dieux. Alors, vous voyez, c'est un peu ambigu quand on voit la place de la France. Hein, je vous invite à regarder ça pour l'instant, la place de la France et la place des jeunes États-Unis. Alors, au-delà de cette collaboration militaire spectaculaire, eh bien, il y a bien toute l'aide qui a été fournie tout au long de la guerre, puisque les Français ont commencé, avant d'entrer en guerre officiellement, à fournir de l'aide aux Américains à partir de 1775. Donc, vous voyez, avant même la déclaration d'indépendance. Alors, qu'est-ce que les Français livraient? Ils livraient à peu près tout, pour la simple et bonne raison que les Américains manquaient à peu près de tout. Alors, on connaît l'histoire, des armes, de la poudre, également des uniformes. Ici, vous voyez une facture de chargement d'un navire qui s'appelle le Fiat Rodrigue, avec des draps de laine rouge, c'est-à-dire de la laine un peu épaisse, et bleue, destinés aux uniformes de l'armée américaine. Donc là, on est en 1778, hein, c'est un petit peu après. Et comme on le sait, un homme a joué un rôle très important dans cette affaire-là, c'est Beaumarchais, avec une compagnie écran portugaise qui s'appelait Rodrigue, précisément, Hortalez et compagnie. Bien. Alors, bon, ça, bien sûr, là, je ne vous apprends rien. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les Français ont-ils participé à la guerre d'indépendance américaine? Alors, je vais commencer par une citation de Lafayette. « Du premier moment où j'ai entendu prononcer le nom de l'Amérique, je l'ai aimée. Dès l'instant où j'ai su qu'elle combattait pour la liberté, j'ai brûlé de verser mon sang pour elle. » Le cadre est posé. Les Français sont intervenus auprès des révoltés américains au nom de la liberté. Alors, sans doute, mais en politique étrangère, les bons sentiments ne sont pas les causes principales, les motivations principales des gouvernements. En réalité, il y a bien d'autres motifs. Et parmi eux, le principal motif, qui est un motif pragmatique, un vrai motif diplomatique, eh bien, c'est l'occasion de prendre la revanche sur l'Angleterre. Il ne faut pas oublier qu'en 1763, à l'issue de la guerre de 7 ans, qui a duré de 1756 à 1763, eh bien, les Français ont perdu la Nouvelle-France. C'est-à-dire qu'en 1763, les Français sont expulsés du Canada, hein, pour dire les choses simplement, et donc toute l'Amérique du Nord est anglaise. Alors, hormis évidemment les territoires espagnols du Sud. Or, la cour de Versailles, le grand rival de la France, c'est la Grande-Bretagne, et la cour de Versailles
considère que les colonies d'Amérique du Nord sont un des éléments de la puissance britannique. Et donc si on veut affaiblir la puissance britannique, eh bien, notamment économique, mais aussi en termes de puissance maritime, eh bien, il faut encourager, soutenir les révoltés américains. Autrement dit, l'indépendance des États-Unis est un moyen et non un objectif. Ça, c'est une première chose. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les Français ont beaucoup hésité avant d'entrer en guerre. Ils ont hésité pour deux raisons. Alors, le principal ministre de l'époque, c'est Vergennes, et le roi, c'est Louis XVI, bien sûr, et Vergennes est responsable de la politique étrangère. Alors, d'abord, il hésite, et Louis XVI hésitera encore plus. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce que soutenir les insurgents, soutenir les révoltés? Eh bien, au fond, c'est soutenir des sujets qui se révoltent contre leur souverain légitime. Et ça, dans une Europe monarchique, et notamment en France, bah, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas évident à réaliser. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, qui fait qu'on voit... Alors, ça, c'est pour Louis XVI. Donc, il y a beaucoup de scrupules. Le deuxième élément, c'est que Vergennes se dit, mais au fond, cette révolte commence en 1775. Alors, évidemment, les Français surveillent les tensions qui montent précédemment. Mais cette révolte qui commence en 1775, au fond, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'une révolte coloniale, comme il y en a eu tant dans l'histoire des colonies européennes d'Amérique? Il y en a eu aux Antilles, il y en a eu en Amérique. Est-ce que c'est une sorte de coup de chaleur, en quelque sorte, et les choses vont revenir dans l'ordre colonial? Ou est-ce vraiment quelque chose qui va amener à la rupture? Alors évidemment, nous on le sait aujourd'hui, c'est facile, mais à l'époque on ne sait pas. Lexington et Concorde, les deux premiers combats, disons, de la guerre d'indépendance, bien malin celui qui est capable de dire qu'en 1783, les États-Unis, il y aura des États-Unis, parce qu'à l'époque on ne parle pas d'États-Unis. Et en fait, Vergennes se dit, mais au fond, si nous rentrons en guerre aux côtés des colons révoltés et que ceux-ci se réconcilient avec la Grande-Bretagne, eh bien on va se retrouver en guerre face à la Grande-Bretagne. Et là, à ce moment-là, ça risque d'être difficile pour la France. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'hésitations. Puis à partir de 1778, quand les Français sont à peu près convaincus qu'il n'y aura pas de réconciliation immédiate, eh bien la France entre en guerre avec une alliance qui, pour les Américains, a deux dimensions. D'abord une alliance maritime. La marine française, qui a été pas mal modernisée, eh bien, va lancer un certain nombre vers une expédition, surtout l'expédition de l'amiral d'Estaing, qui va être à peu près une catastrophe d'ailleurs en Amérique du Nord, mais qui va bien réussir aux Antilles. Et puis la deuxième expédition, c'est l'amiral de Grasse, qui permettra la victoire de Yorktown. Donc d'abord, une aide sur le plan maritime. N'oubliez pas que les États-Unis n'ont pas de marine. Ils vont prendre des navires de pêcheurs et ils vont mettre des canons dessus. Mais évidemment, face à des frégates anglaises, ça ne tient pas long. Deuxième aide, l'aide évidemment terrestre. C'est le corps expéditionnaire de 5000 hommes envoyé aux États-Unis par Rochambeau, qui va collaborer avec Washington jusqu'à précisément cette victoire de Yorktown et évidemment après. Mais l'aide française très importante, c'est l'argent. L'argent, c'est-à-dire des dons, des prêts, etc. Ce qui fait que les États-Unis ont une dette financière vis-à-vis de la France. Alors finalement, en 1783, eh bien, la paix est signée et le 3 septembre, la Grande-Bretagne reconnaît l'indépendance américaine. Et voilà ce tableau de 1784 où je vous invite à observer la France, que vous voyez au milieu, qui généreusement tend sa main vers l'Amérique. Alors il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, et sans doute encore au début du XIXe, après je ne sais plus trop, mais l'Amérique est systématiquement représentée sous les traits d'un individu, vous voyez, toujours partiellement dénudé, avec des plumes. Quand vous voyez un personnage comme ça, c'est le personnage qui symbolise l'Amérique. Alors, gardez-le en tête parce qu'on va en avoir besoin un petit peu plus tard, alors que vous voyez la France. Et alors, regardez, je vous fais observer aussi la différence de couleur de peau entre l'Amérique et la France. À une époque où la blancheur la plus blanche, en quelque sorte, eh bien, c'est un gage de qualité. Bien, on en reparlera un petit peu plus tard.
Alors, donc voilà tout ce que je viens de vous dire, je pense que je ne vous apprends rien, et pour tout vous dire moi-même, j'en étais à peu près là, puisqu'au départ, en fait, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là. Quand je suis allé pour une des premières fois aux États-Unis, assez tardivement, je dois le dire, et aux États-Unis, donc nous allons évidemment avec ma famille, on va à Washington, et on va au cimetière d'Arlington. Alors, pour ceux qui connaissent, le cimetière d'Arlington est juste au-dessus, en quelque sorte, de Virginie, mais juste au-dessus de Washington. Et il est assez connu, puisqu'on voit parfois dans les films, vous savez, la veuve éplorée qui reçoit le drapeau accompli, etc. etc. Bon, on connaît ça. Et puis là, je déambule tranquillement dans le cimetière d'Arlington, et je tombe sur ce bâtiment. Alors, ce bâtiment, c'est donc un bâtiment à la mémoire des, ce qu'on appelle les US Marines, donc l'infanterie de marine des États-Unis d'Amérique. Et quand vous regardez en bas, vous avez les opérations militaires auxquelles ce corps militaire a participé. Donc je suis là, je regarde tranquillement, et à un moment, qu'est-ce que je vois? French Naval War. Là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Jamais entendu parler. Je dis franchement, jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça voudrait dire qu'il y a eu une guerre entre la France et les États-Unis en 1798. Et là, je me dis, mais c'est bizarre. Je pensais que là, il n'y avait pas encore le miracle, hein. Emmanuel Macron n'était pas encore président. Et bien, j'étais sûr qu'il y avait une amitié franco-américaine, là, fallait tout, voilà, tout ce que je vous ai dit avant. Bon, bizarre. Et puis, en y réfléchissant un peu, je me dis, bah oui, peut-être quand même qu'il y a un peu de friture sur la ligne. Je pense à un événement récent, je vous montrerai la photo, ça va tous vous parler, Un vieux pays comme le nôtre, on s'en rappelle. Dominique de Villepin à l'ONU le 14 février 2003, qui signifie le refus de la France, qui fait connaître le refus, qui argumente, et de belle manière, me semble-t-il, le refus de la France d'entrer, de rejoindre la coalition contre l'Irak. Et à cette occasion, les Américains, comme vous le savez, comme vous en souvenez sans doute, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas très bien pris. Et on a eu 2 publications, 2 ouvrages qui ont été publiés à ce moment-là. Le premier, alors vous voyez, publié en 2004, traduit en français en 2005, alors maudit français, donc ça sent la traduction québécoise, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc le temps de faire le livre, voilà, notre plus vieil ennemi. Ah oui, tiens, je croyais que c'était les Anglais. Ah, bah. Et puis, autre livre, en 2005, vous voyez, la guerre de la France contre l'Amérique, comment notre allié nous a trahis. On parle de trahison. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cet historien, Unger, c'est quelqu'un qui a aussi publié une biographie de Lafayette, précisément, qui a publié beaucoup de livres. Et alors là, je me dis, bon, il y a quelque chose qui m'a échappé, il y a quelque chose que je n'ai pas bien connu. J'ai regardé ces 2 livres-là, vision d'auteur américain, très américaine, on dirait comme les livres français sont des visions très françaises, hein, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de me lancer un peu dans cette affaire-là, et que j'ai publié ce livre, que Gilda a eu la gentillesse de rappeler tout à l'heure, sur donc la quasi-guerre, le conflit entre la France et les États-Unis. Alors, je vous rassure, à la fin de la quasi-guerre, donc en 1800, les Français et les Américains se réconcilient, signent la paix. Alors, c'est une quasi-guerre, mais c'est une vraie paix. Bon. Et alors, voilà cette image que j'aime beaucoup. Convention entre la République française, donc on est en 1800, et les États-Unis d'Amérique, signée à Meurthe-Fontaine, c'est dans l'Oise, le 11 Vendémiaire en 9, c'est-à-dire le 3 octobre 1800, et vue des jardins dans lesquels a été célébrée la fête donnée à cette occasion. Alors, vous avez donc le Moniteur universel, hein, qui est le journal officiel de l'époque. On vous décrit une fête très brillante, 180 couverts, des salles décorées, aux couleurs de l'amitié américaine, Lafayette évidemment, guest star, invité d'honneur. On prend des toasts, alors on est à l'époque du consulat. Bonaparte propose un toast aux mânes, donc aux âmes, des Français et des Américains morts pendant la guerre d'indépendance. Et on se rappelle cette époque où nous combattions côte à côte. Cambacérès, le second consul, honore le successeur de Washington, donc John Adams, le président, et le 3e consul, donc, célèbre l'Union des puissances du Nord pour la liberté des mers. Ça, on laisse ça de côté. Mais quand on voit un peu la manière dont
la mise en scène de l'officialisation de ce traité de paix est organisée, eh bien, on prend encore de l'amitié franco-américaine, en veux-tu, en voilà. Vous voyez, un candélabre qui a été offert en 1778, des emblèmes de la guerre d'indépendance américaine, et les trois plénipotentiaires américains sous l'œil bienveillant de Franklin et de Washington. Donc finalement, cette quasi-guerre, c'est une sorte de parenthèse, voilà, un petit peu une dispute entre amoureux, mais finalement, bon, on reste ensemble. Bon, très bien. Très bien, oui, sauf que c'est maintenant que commence la contre-histoire. Parce que ce que je viens de vous dire, évidemment, c'est des choses que vous savez. Or, voilà une interrogation d'un contemporain, Joseph Fauché, qui est ambassadeur de France aux États-Unis. Il écrit la chose suivante. C'est un phénomène politique bien étrange au premier coup d'œil, que la France soit prête à tirer l'épée, parce que quasi-guerre, le nom dit bien, quasiment en guerre, avec l'Amérique, sa pupille. 20 ans à peine après l'avoir élevé, ou du moins l'avoir contribué à l'élever, un petit peu de modestie, au rang des nations. Effectivement, c'est étrange. Parce que si on se rappelle d'Arlington, finalement, le premier conflit des États-Unis comme nation indépendante, c'est contre la France. Vous voyez, un peu contre-intuitif. Alors, pourquoi ? Comment on peut le comprendre ? D'abord, il faut reconsidérer cette sorte d'amitié, de donner de la nature, en quelque sorte, de l'amitié franco-américaine. D'abord, se poser la question de se dire, mais au fond, comment les habitants des 13 colonies, à l'époque où ils étaient anglais, parce que je vous rappelle que l'indépendance américaine, au fond, est motivée par les droits anglais des colons. Il ne s'agit pas de rompre, il s'agit au contraire de dire, nous sommes des Anglais, nous avons des droits d'Anglais qu'on nous nie. Et on prend les armes au nom de cela. Dans un premier temps, c'est ça. Donc comment ces Anglais d'Amérique voient-ils la France ? Avant, évidemment, les événements de la guerre d'indépendance. Et là, pour eux, je dirais que c'est une double horreur. Une double horreur. D'abord parce que le voisinage le plus proche entre Français et Anglais en Amérique du Nord, c'est la Nouvelle-Angleterre. Or, en Nouvelle-Angleterre, vous ne l'ignorez pas, et la majorité des habitants sont des puritains. C'est-à-dire des protestants, disons, déterminés. Et qu'est-ce qu'ils ont à quelques centaines de kilomètres des catholiques, donc français. Ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, les Français et les Américains sont séparés simplement, enfin les Américains, les Anglais d'Amérique sont séparés simplement par un territoire qu'on appelle l'Iroquoisie, donc les terres des Iroquois. C'est une sorte de zone tampon, si vous voulez, entre donc la Nouvelle-France, que vous avez ici Québec, et puis en rouge, vous avez la Nouvelle-Angleterre. Ça, c'est la première horreur. Et la deuxième horreur, si j'ose dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que les Français et les Anglais se font la guerre en Amérique du Nord, notamment pendant la guerre de 7 ans. Mais bien avant. On a en tête, dans l'Amérique anglaise, le massacre, le raid français sur Deerfield, dans le Massachusetts, en 1704. Une cinquantaine de morts et une centaine d'habitants qui ont été kidnappés, emmenés en captivité par les Français et leurs alliés iroquois. Et puis, on a évidemment la guerre de 7 ans, il ne faut pas oublier qu'elle commence en quelque sorte en Amérique. L'incident Jumonville, qui a lieu en mai 1754, donc c'est une patrouille virginienne, commandée par un tout jeune homme de 20 ans, George Washington, qui rencontre une patrouille française, et il y a une dispute, disons, un désaccord, et ça se termine avec la mort du commandant français, qui s'appelait Jumonville, d'où le nom d'incident Jumonville. Et à partir de là, c'est un peu l'étincelle, et puis la guerre va partir en Amérique du Nord. Alors, là, vous avez l'idée aussi, toujours, pour comprendre cette conception-là, c'est que pour les Anglo-Américains, il y a toute la Nouvelle-France, hein, qui est à l'ouest de ces territoires-là, ce qui fait que quand les Américains regardent cette carte équivalente, qu'est-ce qu'ils voient ? Eh bien, ils voient une barrière française, en quelque sorte, ce que je vous ai mis ici. Donc pour eux, il y a un obstacle français. Il y a une sorte d'animosité, si vous voulez, qui pour le coup est un peu naturelle. L'incident Jumonville donc se déroule sur cette limite. Je veux dire une frontière, mais ce n'est pas une frontière. Par ailleurs, pendant la guerre de 7 ans, comme vous voyez, il y a un certain nombre d'expéditions françaises qui sont menées depuis Montréal vers la Nouvelle-Angleterre. Donc il y a une vraie menace française pendant la guerre de 7 ans. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si vous prenez par exemple Washington
Washington, il est né en 1732. John Adams est né en 1735. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont 20 ans au moment de la guerre de 7 ans. Et donc, à 20 ans, quand vous vous intéressez un peu aux affaires, vous avez déjà vos cadres qui sont formés. Et dans les années suivantes, quand il n'est pas du tout question de guerre d'indépendance, il y a toujours cette idée de l'animosité contre les Français. Donc ce sont des gens qui, au moment où la guerre d'indépendance commence, ont peut-être derrière eux 30 ans de conception de l'ennemi français. Vous voyez ? Et ça, il faut en tenir compte. C'est très important. Maintenant, ça c'est du point de vue anglo-américain. Mais maintenant, du point de vue français. Alors, comment les Français, à leur tour, vous considéraient-ils les 13 colonies ? Eh bien, du point de vue français, il y a un gros problème, c'est que donc vous avez les Antilles françaises, donc Saint-Domingue, la Guadeloupe et la Martinique. Si vous prenez simplement Boston, Boston est situé à 2500 km de Saint-Domingue, et Nantes, au hasard, est situé à 7000 km. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que les Américains, les Anglo-Américains, surtout ceux de la Nouvelle-Angleterre d'ailleurs, font une contrebande extrêmement intense avec les Antilles françaises. Extrêmement intense. On a plusieurs documents qui l'attestent, des archives, tout ce qu'on veut. Par exemple, on a ce témoignage de 1725, vous voyez, on est au début du XVIIIe siècle. L'intendant des îles du Vent, Charles-François Blondel de Joncourt, admettait en 1725 que, je cite, « sans les approvisionnements de la Nouvelle-Angleterre, il faudrait abandonner la colonie. Abandonner la colonie. Avant d'ajouter le commerce étranger, c'est-à-dire le commerce américain, enfin anglo-américain, est non seulement nécessaire en ces îles, mais encore il est impossible de l'empêcher totalement. Il n'y a rien de mieux à faire, quant au présent, que de punir bien sévèrement ceux qui contreviendraient aux ordonnances de Sa Majesté, ce que je continuerai à faire. » C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il vous dit Blondel, il vous dit, on a absolument besoin du commerce américain, mais par contre, comme il est interdit, je continuerai à le punir. Et on retrouve tout au long du XVIIIe siècle cette idée que le commerce illégal des Nord-Américains est absolument nécessaire à la survie des Antilles. Prenez simplement une petite chose. Un des plats antillais peut-être les plus connus, c'est quoi ? Les acras de morue. La morue, ça ne se pêche pas dans la mer des Antilles, au large du Labrador. Et donc, c'est la grande zone de pêche à la morue, c'est au large de Terre-Neuve. Et c'est les pêcheurs de Nouvelle-Angleterre qui amènent les morues aux Antilles, et à partir de là, notamment pour nourrir les esclaves, et à partir de là, c'est rentré dans la cuisine antillaise. Vous voyez, pour simplement vous donner une illustration. Et puis, en 1765, le gouvernement français accorde quelques entrées dans certains ports des Antilles, je ne rentre pas dans les détails, aux étrangers, pour des raisons de nécessité. Et quand vous regardez ce document, importation à la Martinique depuis la Nouvelle-Angleterre, donc là c'est du commerce officiel, et bien que trouve-t-on ? Eh bien, on trouve de la morue, des planches et des madriers, c'est-à-dire du bois, de bois de construction, des bœufs et des chevaux pour tirer ces animaux de trait qu'on ne trouve pas aux Antilles. C'est-à-dire qu'en gros, s'il n'y a pas de commerce légal ou illégal avec l'Amérique du Nord, on ne sait pas, on n'est pas sûr de pouvoir nourrir les esclaves. D'où problème de révolte servile, etc., etc. Bien. Mais d'un autre côté, les Américains, ils ne viennent pas simplement vendre comme ça la morue en disant « Tenez, voilà, on vous vend de la morue, merci ». Mais non, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent les marchandises qu'ils peuvent revendre. Le sucre et le café. Or, évidemment, tout le sucre et le café qui va être détourné vers l'Amérique du Nord, c'est du sucre et du café en moins pour la métropole. Et donc, au fond, cette contrebande américaine, elle érode en quelque sorte le principe même de la colonie, qui est de rapporter de l'argent à la métropole. Bien. Alors, quand la guerre entre les Américains, enfin entre les révoltés américains et les Anglais commence, eh bien, en réalité, malgré ce que racontait Lafayette, les Français sont bien embêtés. Ils sont bien embêtés parce que, évidemment, de deux choses l'une. Soit, premièrement, les Américains sont vaincus. Et à ce moment-là, il y aura donc une réconciliation entre l'Angleterre et sa colonie, qui
sans doute, permettra, craint-on, de lancer de nouvelles offensives vers les territoires espagnols et français. Et donc, ça c'est un gros danger. En quelque sorte, pour satisfaire les colons, eh bien, il y aura une expansion des colonies anglaises, donc au détriment de la France et de son allié espagnol. Parce que je vous rappelle que le roi d'Espagne à ce moment-là est un Bourbon, donc de la même famille que le roi de France, et qu'il y a une alliance forte entre la France et l'Espagne. Donc ça, c'est première possibilité. Deuxième possibilité, eh bien, les Américains parviennent à l'indépendance. À ce moment-là, le bon point, en quelque sorte, c'est que la Grande-Bretagne est affaiblie. Mais le mauvais point, c'est qu'il va y avoir en Amérique une puissance dont on n'ignore pas le potentiel, on ne connaît pas bien, mais dont on n'ignore pas le potentiel, qui va forcément chercher à s'étendre, pas forcément sur le plan territorial, en dehors de l'intérieur du continent, mais sur le plan commercial. Et quelle va être la première cible? Une des premières cibles, les Antilles françaises. D'ailleurs, vous voyez, on a ça dès 1700, vous voyez, dès la fin du XVIIIe siècle, là on a deux images de 1788, mais dès la fin du XVIIIe siècle, eh bien, il y a l'idée qu'il y a certes les 13 colonies, ou les jeunes États-Unis, mais qu'au-delà de ça, il y a un environnement qui doit être américain. Donc, vous voyez, quand, évidemment, je vous dis ça, c'est écho avec l'actualité récente, mais on parle de la doctrine Monroe de 1823, mais bien avant, les Américains, enfin, quand je dis les Américains, les Anglo-Américains, puis les Américains, ont l'idée, la conviction qu'ils sont une puissance hémisphérique. Et les Français le savent. C'est-à-dire qu'au fond, les Français perçoivent qu'il y a un danger avec les États-Unis indépendants sur leurs colonies. C'est la raison pour laquelle, pendant la guerre d'indépendance, les Français vont autoriser les Américains à fréquenter les ports des Antilles. Vous me direz, c'était très pratique parce que c'est là que les Français envoyaient des armes, de la poudre, des uniformes. Alors, ils faisaient quelque chose de très simple, avant d'entrer en guerre contre l'Angleterre. Alors, on envoyait comme ça des armes, etc., à destination de la Martinique. Et quand les Anglais râlaient, on dit « Ah ben non, on amène juste des armes en Martinique, après tout, c'est chez nous ». Et puis évidemment, les armes qui étaient en Amérique, il y avait des Américains qui étaient aux Antilles, il y a des Américains qui venaient les prendre et qui les ramenaient dans les 13 colonies, évidemment. Et les Anglais le savaient. C'est un des éléments qui a causé la guerre. Or, dès la conclusion des préliminaires de paix, c'est-à-dire de cesser le feu, même pas de la paix vraiment, mais les préliminaires de paix, à la fin de l'année 1782, immédiatement, les Français et les Espagnols, donc par ici les Français, vont réinstaurer l'interdiction du commerce étranger. C'est-à-dire qu'ils vont fermer aux Américains les marchés des Antilles. Et là, vous voyez, on a une tension entre les deux. Les Américains sont fous. Jefferson dénonce, je cite, la tyrannie de ces nations, la France, qui nous prive du droit naturel de faire du commerce avec nos voisins. Nos voisins, ce sont les Antilles. Et Jefferson va également dire, j'aime bien cette formule, je vous la donne, si la France veut que nous buvions son vin, elle doit permettre à ses colons de manger notre pain. Allez, bon. Alors, évidemment, il y a vraiment, pour les Français, un danger ici qui est extrêmement important. Et on voit d'ailleurs chez des hommes d'État américains comme Alexander Hamilton, la conviction que tôt ou tard, il y aura un conflit entre les jeunes États-Unis et les puissances européennes établies aux Antilles, parce que dans l'idée, le principe de la colonie, c'est que c'est une sorte de domaine réservé de la métropole. Et après la guerre, eh bien, la contrebande reprend. Éléonore Moustier, qui est ambassadeur de France aux États-Unis, écrit, je cite, ça va rappeler d'ailleurs ce que disait Blondel en 1725, il décrit la contrebande immense des Américains avec les colonies françaises et admet qu'il est, je cite, en quelque sorte impossible de l'arrêter. Alors, au lendemain de cette guerre d'indépendance, il y a plusieurs motifs d'insatisfaction du côté français. Alors, il y a insatisfaction du côté américain, donc avec la fermeture des marchés coloniaux, mais il y a aussi insatisfaction du côté français. Plusieurs motifs, je vous les donne brièvement. D'abord, il y a les désillusions du commerce français. C'est-à-dire qu'en fait, les Français s'imaginaient
que une fois les Américains libérés des Anglais, eh bien, ils pourraient exporter tranquillement des produits français. Or, pas du tout. Pas du tout. Très rapidement, dès la fin de la guerre, eh bien, le commerce américano-britannique va très largement surpasser le commerce français. D'ailleurs, les Anglais étaient tout à fait conscients de cela, puisqu'il y avait une formule à la fin de la guerre pour évoquer les relations entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. If not dominion, then trade. Si on ne peut pas, en gros, les avoir comme colonies, on fera du commerce. Il y a les Anglais, les consuls de France aux États-Unis, regrettent la prédilection, je cite, des Américains pour les produits anglais. Et le pire, nous dit toujours Moustier, l'ambassadeur que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, c'est grâce à l'argent des Français qu'ils payent les marchandises qu'ils achètent aux Anglais. Alors pour les Français, évidemment, c'est absolument inimaginable. Et de là arrive une autre réalité, du côté français, du moins une autre conviction, c'est ce qu'on appelle l'ingratitude américaine. Ça, c'est très important. L'ingratitude américaine. Je vous disais tout à l'heure que les Américains avaient une dette vis-à-vis de la France. En fait, ils ont une double dette. Ils ont une dette financière et une dette morale. La dette financière, c'est pas très compliqué, c'est même dramatiquement simple. Vous devez tant d'argent, une fois que vous avez fini de rembourser, c'est fini. Vous êtes libéré de vos dettes. Mais une dette morale, quand est-ce qu'on a fini de rembourser une dette morale? On peut toujours en rajouter. Ça renvoie peut-être à des expériences individuelles. Tu peux bien faire ça pour moi, une fois, deux fois, trois fois, puis peut-être qu'à un moment, peut-être que la balance... dans les pays, c'est exactement la même chose. Or, au lendemain, très rapidement, dans les années qui suivent l'indépendance, va y avoir le sentiment de cette ingratitude américaine. Alors, en fait, comment on peut l'expliquer? On peut l'expliquer par le fait qu'il y a un malentendu en réalité sur le sens de l'alliance franco-américaine. C'est-à-dire que les Français se considèrent, rappelez-vous la médaille qu'on voyait tout à l'heure, comme ceux qui ont donné l'indépendance aux États-Unis. Les petits jeunes, on les a aidés à devenir indépendants. Or, les Américains, eux, ne sont pas dupes et savent très bien que les Français, si les Français les ont aidés, c'est parce qu'eux-mêmes y avaient intérêt à affaiblir la Grande-Bretagne. Et au fond, au lendemain de la guerre d'indépendance, les Américains considèrent qu'ils ne doivent rien à la France. Ils leur doivent la dette financière, mais en dehors de ça, rien. Et d'ailleurs, John Adams, donc le futur deuxième président des États-Unis, le dit très clairement. Au début de la guerre, quand les Américains commencent à chercher des soutiens extérieurs, ils veulent simplement soutien commercial. Pas d'alliance politique. Surtout pas d'alliance politique. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, dans les traités qui sont conclus entre la France et les États-Unis, il y a un traité d'alliance et un traité d'amitié et de commerce. Le traité d'alliance, il est prévu pour durer jusqu'à la fin de la guerre. Pas quand est-ce que ça va arriver, mais jusqu'à la fin de la guerre, puisque l'objectif de l'alliance, c'est précisément de parvenir à la victoire et donc à l'indépendance américaine. Et par conséquent, le traité tombera de lui-même une fois l'indépendance signée. Donc il y aura forcément un terme. Donc les relations politiques, dans le cadre de ce traité-là, s'arrêteront. En revanche, pour le traité d'amitié et de commerce, là c'est un traité sans durée. C'est-à-dire que voilà, on se met d'accord sur la manière dont nous allons faire du commerce ensemble et entretenir de bonnes relations. Alors, voilà un petit peu le paysage au moment où éclate en 1793 la guerre entre la France et la Grande-Bretagne dans le cadre des guerres de la Révolution. Alors, les Américains s'interrogent, comment doit-on se placer, qu'est-ce qu'on doit faire? Washington interroge son administration. Eh bien, tout le monde est d'accord sur la neutralité. On va rester neutre, on ne va pas s'en occuper. Les affaires de l'Ancien Monde, les folies de l'Ancien Monde, comme on dit, on va les laisser. Nous, on va en profiter pour faire du commerce. Alors, on va en profiter pour faire du commerce neutre. Alors, je suis obligé de faire un tout petit détour un peu technique pour comprendre la suite. Ça va être très rapide, rassurez-vous. C'est la question du commerce neutre. Donc, un navire neutre, les marchandises qui sont sur ce navire neutre, qui appartiennent à un des pays en guerre, est-ce qu'elles relèvent du traitement de marchandises ennemies ou est-ce qu'elles sont en quelque sorte couvertes par le pavillon neutre?
il y a deux doctrines. Les Anglais considèrent qu'une marchandise française sur un bâtiment neutre, suédois, danois, américain, peu importe, ça reste des marchandises françaises, donc on peut les confisquer. Les Français considèrent, eux, que toute marchandise, en dehors du matériel de guerre, qui se trouve sur un navire neutre, même si c'est je sais pas, un piano anglais, par exemple, eh bien, on ne peut pas le saisir parce qu'il est couvert par la neutralité du pavillon. Voilà, en gros, deux doctrines. Bien. Alors, le problème, c'est que les Américains sont bien embêtés avec ça, parce que leurs navires neutres circulent, ils se font arrêter par les Anglais, ils se font prendre les marchandises françaises, donc ils ne savent pas trop sur quel pied danser, d'autant plus que très rapidement, eh bien, les Anglais vont multiplier les saisies. Et les Américains se retrouvent en quelque sorte pieds et poings liés. Ils sont obligés d'aller signer un traité à Londres en 1794. C'est le fameux traité de Jay. Et ce traité, finalement, par ce traité, ils acceptent que les marchandises françaises soient saisies à bord de leur navire. La nouvelle fait, pour citer Monroe, de la doctrine Monroe, mais qui n'est pas encore président, qui est seulement, disons, ambassadeur en France à ce moment-là, il l'écrit lui-même, James Monroe, je cite, un coup de tonnerre en France. Les Français se disent, les Américains, comment ça? Quoi? Les Américains acceptent finalement la doctrine anglaise et finalement acceptent de la saisie de nos marchandises que nous leur avons confiées. Ils cèdent face aux Anglais. Eux que nous avons aidés à devenir indépendants. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir une dégradation des relations franco-américaines. Dégradation, on parle vraiment de trahison, d'un acte déloyal. Il va y avoir un certain nombre d'événements. Parmi ces événements, il y en a un évidemment que je ne peux que évoquer avec vous. C'est la fameuse affaire XYZ. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire XYZ? Je vous la rappelle brièvement, c'est assez connu, mais c'est amusant. John Adams, donc, qui est président, sa priorité, il le dit, il écrit ça à son fils, il dit, voilà, ma priorité, c'est de rétablir les bonnes relations avec la France, et donc il envoie 3 émissaires à Paris pour essayer de négocier avec la France. En réalité, ce qu'ils doivent surtout obtenir, c'est un dédommagement, parce que les Français, après coup, sont mis aussi à saisir des navires américains, et donc il veut obtenir un certain nombre de dédommagements. Alors, voilà comment l'affaire se passe. Donc il rencontre à l'époque le ministre des Affaires étrangères, c'est Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, Talleyrand. Il le rencontre, il leur souhaite la bienvenue, il leur dit écoutez, voilà, j'ai un peu en gros, je caricature bien sûr, j'ai un peu de travail pour le moment, mais on se reverra dans les prochains jours. Bon, très bien. Donc les 3 diplomates américains regagnent leurs appartements et attendent. Et là, on vient les voir en leur disant vous voyez, si vous voulez revoir le ministre, alors vous allez voir pourquoi je fais cette petite mise en scène, eh bien, il va falloir verser, vous voyez, une somme de monnaie, donc de l'argent, une douceur, pour la poche, vous voyez, du directoire. Le mot douceur est ici, vous voyez, c'est pas moi qui l'invente, une douceur. Un peu d'argent, un pot de vin, quoi, disons les choses clairement. Tout ça pour, vous voyez, le pocket. Donc vraiment pour la poche, au sens propre, pour la poche du directeur. Donc un de ces intervenants, c'est un certain Oettinger. Ça, c'est donc vous voyez, c'est la dépêche donc, des envoyés américains. Sauf que, en fait, quand vous... Alors c'est moi qui ai rajouté Mr. Oettinger, mais quand vous l'enlevez, enfin quand vous regardez la dépêche originale, eh bien... Vous voyez, Mr. X. Alors pourquoi ces lettres? Parce que donc, les 3 principaux interlocuteurs des Américains vont être dénommés X, Y et Z, d'où affaire X, Y, Z, parce qu'on ne voulait pas donner leur nom pour ne pas mettre en danger les Américains qui seraient toujours en France. Donc John Adams, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire publier les lettres de ses ambassadeurs, mais il va dissimuler les noms des principaux. Il y a même Beaumarchais d'ailleurs qui est dans l'affaire, qui essaye de faire un comeback à ce moment-là, mais ça c'est un autre problème. Et alors on sait très bien qui sont ces gens, X, Y, Z. Donc là vous voyez une autre dépêche de juin 1798, vous voyez, X, Oettinger, Y, Bellamy, et Z, Oswald. Donc on sait très bien qui ils sont. Alors ça fait tout un scandale aux États-Unis. Tout un scandale. Et pourquoi ça fait tout un scandale? Parce qu'au fond on dit, vous les Américains, si vous voulez négocier avec nous Français, faut payer. Quel mépris pour la dignité de la nation américaine. Quel mépris.
Et donc, il y a tout un élan, si vous voulez, patriotique qui va se mettre en place. Et à mon avis, alors, l'historien américain raconte, c'est assez connu aux États-Unis, parce que moi, je l'ai vu mentionné dans des livres, on va dire l'équivalent de livres de lycée. Mais en fait, moi, pour avoir travaillé sur cette question-là, je pense que John Adams a instrumentalisé cette affaire-là. J'aurais peut-être l'occasion de, si vous me posez des questions dessus, j'aurais peut-être l'occasion d'en parler un peu plus, mais là, je vais passer assez rapidement, pour des raisons de politique intérieure, pour des raisons diverses. Bref, j'aurai éventuellement l'occasion de revenir sur ce plan. Et là, qu'est-ce qu'on a comme mise en scène? Eh bien, on a une mise en scène de la vertu outragée des Américains. Vous avez, vous voyez, les 3 Américains cessent d'hurler le monstre. On le montre à 5 têtes parce que c'est le directoire. Il y a le directeur qui gouverne la France. Donc, il nous faut de l'argent, beaucoup d'argent, monnaie, monnaie, monnaie. Cesse d'hurler le monstre, nous ne te donnerons pas 6 pence. Vous voyez? Et puis d'un autre côté, on a de la vraie France. Enfin, pense-t-on. Bah, qu'est-ce qu'on mange? Des cuisses de grenouille. Bah, évidemment, c'est les Français. La guillotine. Bah, évidemment, c'est les Français. Et qui a-t-on dans ce repas civique? On a évidemment un diable, classique, des Français, mais aussi on a un personnage noir. Ce personnage noir, que symbolise-t-il? L'esclavage aboli. L'esclavage aboli. Quel mauvais exemple. Évidemment, du point de vue américain, on est bien d'accord. Donc voilà cette affaire XYZ aussi, tout ce qu'elle amène. En tout cas, elle montre vraiment une réaction indignée, à mon avis un peu excessive, des Américains. Mais au-delà de ça, pour comprendre véritablement la dégradation de ces relations franco-américaines, il y a un autre élément dont il faut tenir compte. Thomas Hobbes, alors je pars toujours de Thomas Hobbes quand je parle de ça, écrit qu'il y a 3 causes de conflit entre les hommes avec un H majuscule. L'envie d'acquérir, je veux vous prendre ce qui vous appartient, donc je vous fais la guerre. La nécessité ou la volonté de se conserver, je suis attaqué, je me défends, cause de guerre. Et la 3e cause de dispute entre les hommes, c'est le fait, dit Hobbes, de ne pas trouver chez l'autre, je transforme évidemment, la considération à laquelle on estime avoir droit. Ça nous est tous arrivé et sans doute on l'a tous fait. Par exemple, vous rendez service à quelqu'un, la personne ne vous dit même pas merci. Une fois ça passe, 2 fois ça passe, 3 fois vous dites, on va quand même devoir reconnaître que j'ai fait quelque chose pour lui. Hein, c'est une petite blessure d'amour-propre comme nous en avons régulièrement et comme nous en infligeons aussi régulièrement. Et bien pour les États, c'est la même chose. Envie d'acquérir, je ne vous fais pas un dessin, l'actualité, il y a de l'exemple, la nécessité de se défendre, pareil, mais aussi la considération, le fait d'avoir de la considération pour un État. Eh bien les Américains, c'est précisément ce dont ils souffrent en quelque sorte vis-à-vis de la France. Pourquoi? Parce qu'il y a, et c'est incontestable, dans ces années, dans cette fin du XVIIIe siècle, un dédain, un mépris français pour les États-Unis. Pourquoi? Sur quoi se fondent-ils? Ils se fondent d'abord sur l'idée que, au fond, ces Américains sont indépendants, et c'est rien d'autre que des anciens colons. Rien, comme ça. N'oubliez pas, pendant tout le XVIIIe siècle, on pense qu'il y a une sorte de dégénérescence en Amérique. On a des théories là-dessus. D'ailleurs, il y a une petite anecdote rapide que je vous raconte. En 1818, Jefferson raconte un repas entre des Français et des Américains. Il y a notamment la Bérénal qui est là, qui était de petite taille, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Et la discussion roule sur la dégénérescence des espèces et des hommes en Amérique du Nord. Et là, Jefferson, malin comme tout, eh ben, il dit, on n'a qu'à se comparer, puisque nous, on est des Américains, vous êtes des Français. Et comme les Américains étaient réunis dans ce repas-là, hein, évidemment, étaient de taille un peu plus avantageuse, eh ben, il a mis les Français à côté en disant, alors, c'est qui les dégénérés? Et là, évidemment, la Bérénal a dit, oui, mais l'exception n'infirme pas la règle générale. Mémoire de 1818. Donc, il y a ce dédain français pour les Américains, hein, en cette colonie. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, regardez le bouclier, hein, cet enfant. La France, Dieu, un Dieu, Minerve, une divinité, et un enfant de l'autre côté. Et puis, très rapidement, va arriver l'idée qu'au fond, ces Américains, c'est un peu toujours des Anglais. Alors, on retrouve ici, vous voyez, quand on parle en termes de dédain aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, les plumes, la nudité, la couleur de peau plus foncée,
tout ça, vous voyez, ça fait un peu marginal par rapport à l'Europe. Là, alors c'est une image de 1782. Ah, maman, n'en parlons plus, voilà, fais-moi un petit bisou, on se fait un câlin et on n'en parle plus. Vous voyez, ça c'est en 1782. Et il ne faut pas oublier que pendant toute la guerre d'indépendance américaine, les Français n'ont qu'une peur, c'est que les Américains se réconcilient, dans leur dos, entre guillemets, avec les Anglais. Ça, c'est quand même très important. Et là, eh bien, revient dans ces années de crise franco-américaine l'idée que ces Américains, au fond, ce sont des anciens Anglais. Donc, la preuve, ils sont serviles à l'égard de l'ancienne métropole, puisqu'ils acceptent que, finalement, les Anglais ne respectent pas leur pavillon, en allant saisir les marchandises françaises. George Washington, mais au fond, on parle de George III d'Amérique. George III d'Amérique. Enfin, George Ier d'Amérique. Les Américains sont toujours des sujets de George III d'Angleterre. On parle de Washington comme un esclave de la Grande-Bretagne. Et là, un des envoyés de France, qui critique Washington, dit « Ah oui, bon, il dit un peu de mal de Washington, puis il dit « Tel est le grand Washington. Il est le même qu'il était lors de l'assassinat Jumonville, 1754, dont je vous parlais tout à l'heure. » Au fond, oui, vous voyez, c'est toujours le même. Pro-anglais, anti-français. Êtes-vous une colonie ou êtes-vous un État indépendant s'interroge un des consuls de France. Et donc, en creux, ce que les Français soupçonnent et mettent en cause, mettent en doute, c'est la réalité de l'indépendance américaine. Formellement, oui, il y a les États-Unis, un pays, la Grande-Bretagne, un pays. Mais au fond, est-ce qu'ils sont vraiment détachés? Est-ce qu'ils ne sont pas quand même restés anglais, au fond du fond du fond? Le commerce le prouve. Mais on peut même donner un autre argument. Vous vous rappelez le monument de Yorktown que je vous ai montré tout à l'heure? Vous avez le piédestal. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous y sont allés, donc vous avez le piédestal en gros qui est ici, et tout autour, vous avez des petites plaques, en quelque sorte. Et sur une de ces plaques, quelle n'a pas été ma surprise de voir, je cite, une déclaration de Ronald Reagan de 1983. 1983, donc le bicentenaire de l'indépendance américaine. Je cite Ronald Reagan, en tout cas, les mots prêtés à Ronald Reagan, c'est pas là, évidemment. Je cite, le traité de Paris, c'est-à-dire le traité qui marque l'indépendance des États-Unis vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Je cite Reagan. Donc, le traité de Paris était une première marche vers une alliance avec la Grande-Bretagne qui n'a fait que se renforcer au cours de 2 siècles suivants pour devenir une de nos alliances les plus importantes. Les liens politiques, culturels, économiques et de défense entre nos deux nations sont solides et durables. C'est-à-dire qu'à Yorktown, là où les Anglais se sont fait, de vous à moi, tanner, bon, c'est pas très grave, eh bien, on a un président américain qui va dire « Ah, à partir de là, vraiment, on a pu avoir une bonne relation avec les Anglais. » Donc, vous voyez, quand c'est cette relation privilégiée entre la Grande-Bretagne, les États-Unis, etc., c'est des choses qu'on connaît. Alors, maintenant, du point de vue américain, il y a évidemment ces navires qui sont saisis. Mais il y a plusieurs éléments qui motivent la dégradation des relations avec la France. D'abord, il y a la peur de la domination. N'oubliez pas qu'au moment où se produisent ces événements, eh bien, la France, en Europe, est une puissance absolument dominante. Le Directoire, c'est pas connu comme la plus grande période de gloire sur le plan politique, mais sur le plan de la politique extérieure, oui. Et finalement, les Américains voient les Français comme une puissance, on dirait aujourd'hui impérialiste, c'est-à-dire qui veut dominer. Par ailleurs, il y a la peur de la Révolution, française. Parce que si la Révolution française, au début, les Américains ont vu ça de manière tout à fait positive, révolution sœur, en réalité, très rapidement, le jacobinisme, la terreur, va vraiment les inquiéter. N'oubliez pas que Lafayette part en émigration quelques jours après la chute de la royauté, en août 1792. Et de voir Lafayette, donc le héros des deux mondes, qui est obligé de quitter la France pour éviter d'être emprisonné, eh bien ça dit beaucoup sur, je me place dans la logique américaine, la dérive de la Révolution française, telle qu'elle est perçue par les Américains. Par ailleurs, dans cette idée de dédain français, il y a l'ingratitude, ça j'en parlerai dans un instant, et puis il y a au fond l'idée que ces Américains, c'est une puissance juvénile. On retrouve plusieurs, je ne vais pas dire une multitude, ça serait excessif, mais en tout cas, moi j'ai trouvé dans les archives que j'ai vues, beaucoup d'allusions à la jeunesse des Américains. Je vous en donne
je vous en donne qu'un exemple. Un ambassadeur de France aux États-Unis, peu importe son nom, qui s'appelle AD, voilà, qui décrit les Américains. Je cite, qui sont comme un écolier qui affecte du courage quand il croit ne plus rien avoir à craindre du courroux de ses maîtres et se permet alors d'en parler sans discrétion et sans mesure. Pour lui, les Américains se conduisent comme des matamores et ils seraient, je cite, disposés à s'humilier devant le châtiment qu'ils savaient qu'ils auraient mérité. Donc, vous voyez, il y a toujours cette idée un peu d'un complexe de supériorité, en quelque sorte, parce que la France, c'est l'ancien monde, et l'Amérique, c'est ce nouveau monde. Alors, bien sûr, on le trouve ici, par exemple, dans le moniteur universel. Regardez, il est certain que de toutes les puissances neutres et amies, il n'en est aucune de qui la France est en droit d'attendre plus d'intérêt et de secours que des États-Unis. Elle est leur véritable mère patrie. D'accord ? Puisqu'elle a assuré leur liberté et leur indépendance. Elle a assuré. Hein, c'est pas les Américains, c'est grâce à nous. Voilà. En fils reconnaissant. Fils reconnaissant, une sorte de double net, loin de l'abandonner, il devrait s'armer pour sa défense. Or, que font les Américains ? Je continue le raisonnement à ce moment-là. Eh bien, ils sont serviles à l'égard des Anglais. Mais, donc, la dette morale. Et cette question de dette morale, ça pèse vraiment sur les Américains. Il y a l'idée vraiment de s'en débarrasser. Regardez ici, Timothy Pickering, secrétaire d'État. Les ministres de la République française ne cesseront-ils jamais de nous reprocher notre ingratitude ? Nos obligations sont plus importantes que nous l'avions imaginé jusqu'alors. Il est temps qu'on examine les droits à notre reconnaissance et que leur étendue soit limitée. Il dénonce, je cite, les demandes incessantes et sans limite au nom de notre gratitude qui mettent en péril l'indépendance américaine. Son collègue McHenry, qui est secrétaire d'État à la guerre, assure que les Français considéraient les Américains comme, je cite, des alliés dépendants et éternellement redevables envers eux. Et là, je crois que c'est précisément un point le point auquel je vois aller arriver avant ma conclusion, c'est que, au fond, qu'est-ce qui se joue dans ces relations franco-américaines ? Oui, le commerce, des navires qui sont arraisonnés, des Américains, des marins américains qui sont mis en prison, etc., etc. Oui, bien sûr. Tout ça, ça compte. Mais je pense qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça. On le voit ici avec cette citation de John Adams. Nous ne sommes pas un peuple dégénéré. Oui, dégénérescence. Humilié par un sentiment colonial de peur, par une sensation d'infériorité et destiné à être le jouet dédaigné de l'influence étrangère, au mépris de l'honneur national et de notre singularité et de notre intérêt. C'est-à-dire qu'au fond, ce que dit Adams là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur Hobbes. Nous, États-Unis, nous avons droit au respect en tant que puissance au même titre que les autres. Et précisément, si on regarde les relations franco-américaines par ce prisme-là, eh bien, la citation que je vous mettais tout à l'heure, Fauché, qui dit, tiens, c'est bizarre, il y a 20 ans on était alliés, et puis maintenant on est en guerre. Et là, je dirais que c'est précisément parce que la France et les États-Unis étaient alliés que la première puissance auprès de laquelle les Américains ont dû dire, de manière symbolique, nous sommes un État indépendant, entre guillemets majeur et vacciné, à égalité avec les autres, eh bien c'est précisément ceux qui les avaient aidés. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, on peut retourner le raisonnement. Précisément, la guerre d'indépendance a été gagnée. Le traité a été gagné avec la Grande-Bretagne. Donc les États-Unis sont reconnus comme pays indépendants par l'Angleterre, il n'y a pas de problème. Mais par la France. La France qui tient en quelque sorte les États-Unis, enfin qui pense tenir ou qui revendique tenir par un certain dédain, par l'ingratitude, etc. Et à un moment, les États-Unis s'affirment, disent « Oh, maintenant, on n'est plus comme ça, on est comme ça. On est à égalité. » Et donc, pour le comprendre, il faut dépasser la perspective de l'indépendance américaine et finalement considérer que vont être indépendants sur le plan juridique, c'est une chose, mais gagner le respect d'une nation aux yeux d'autres nations, c'est un autre processus. Et précisément, l'affirmation des États-Unis en tant que puissance, l'affirmation des États-Unis dans l'hémisphère américain, eh bien, c'est une première étape et elle se fait au détriment de la France. Enfin, en tout cas, en confrontation avec la France.
Mais au fond, quand on regarde la suite, que font les Américains dans les années qui suivent immédiatement la fin de la quasi-guerre? Les guerres contre les barbaresques en Méditerranée. Pourquoi ils font les guerres contre les barbaresques en Méditerranée? Bien sûr, pour pouvoir naviguer en Méditerranée tranquillement, mais aussi pour faire respecter leur pavillon. Que votre pavillon soit respecté. Donc, ils font la guerre aux barbaresques. Et même, on va avoir la même chose avec ce qu'on a appelé la Seconde Guerre. Moi, j'aime pas du tout ce terme-là. C'est la guerre contre la Grande-Bretagne, qu'on appelle parfois la Seconde Guerre d'indépendance, la guerre 1812-1814. Ce qui montre que, finalement, gagner l'indépendance sur le plan militaire et juridique, c'est une chose. La gagner aux yeux des autres nations, c'est autre chose. Et c'est précisément ce que révèle le soi-disant miracle de la relation franco-américaine. Je vous remercie de votre attention. Merci Eric pour cette formidable présentation. On va, si vous voulez, prendre quelques questions. Je prends le micro parce que comme on enregistre, il faut que les questions soient posées au micro. En revanche, voilà, le conférencier peut se dispenser du micro. Alors, qui voudrait éventuellement intervenir ? Déjà, je voulais vous remercier parce qu'il y a plein d'informations que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, vous avez complété mes connaissances. Et alors, j'ai été très étonnée de savoir qu'il y avait eu une guerre avec la France, alors qu'on n'en parle pas dans les livres. J'ai lu des tas de livres de tout un tas d'auteurs et ça passe à l'as. Donc pourquoi ? Alors, pourquoi ? Pour une raison assez simple. Alors, ça passe à l'as en France. Mais ça passe pas à l'as aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, l'affaire XYZ dont je vous parlais, moi je l'ai trouvé mentionné, je vous disais, dans des livres comme ça, à vue de nez, qui font un peu manuel de lycée, si vous voulez, la quasi-guerre. Pourquoi ? Parce que c'est très important dans la construction du nationalisme américain. Il faut bien comprendre, je parle du côté américain et après je parlerai du côté français. Parce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est une chose qu'on doit garder présent à l'esprit, que les États-Unis, comme je le dis à mes étudiants, ce sont des États unis. Et par conséquent, rien ne dit en 1790 que ces États-Unis vont rester unis. Moi j'ai des lettres de consuls de France qui disent « Oui, non, mais la Virginie va se séparer de l'Union, etc. » C'est pas pour rien qu'il y aura la guerre de sécession. D'ailleurs, jusque-là, les rapports entre ces États... Donc c'est important de construire un nationalisme. Et cette construction du nationalisme américain, comment construire un nationalisme ? Comme dans toute l'histoire du monde. C'est la figure de l'ennemi. Regardez ce que fait Poutine en Russie. Poutine en Russie dit « Ah, l'Occident nous en veut, l'Occident nous en veut, l'Occident nous en veut. » Hop, il n'y a rien de mieux que le danger extérieur pour ressouder les liens. Bon, à quelques niveaux au niveau sportif, ah ouais, on nous aime pas, etc., etc. Bah, on va jouer, on va gagner, on va bien voir, bon, etc. Mais pour un État, c'est exactement la même chose. Et donc, il y a une construction du nationalisme américain, et ce nationalisme américain a besoin d'une figure repoussoire. Cette figure repoussoire, c'est la France. Ça, c'est le premier point. Alors, voilà pourquoi on en parle beaucoup aux États-Unis, pourquoi c'est important. Alors, beaucoup, bon, on ne va pas vous dire que l'homme de la rue en parle comme ça matin, midi et soir, on est bien d'accord. Alors, la question maintenant, c'est pourquoi on n'en parle pas en France. Et ce que je vous disais, moi je suis arrivé, j'étais quand même historien, bon, j'avais fait, bon, je vous dis ça, je me couvre de cendres, c'est un peu la honte, pour dire les choses différemment. Et comme dit, on n'en parle pas. Et pourquoi on n'en parle pas ? Parce que cette affaire, cette histoire se déroule au moment, en gros, vous voyez, moi, le livre, j'ai pris 1796-1800. Que se passe-t-il alors en France ? La priorité de la France, c'est pas l'Amérique. Mais alors, pas du tout, du tout. C'est la guerre contre l'Angleterre, c'est Bonaparte en Égypte, et en quelque sorte, les historiens, eh bien, il y a cette... finalement, c'est un peu ce qu'on appelle téléologique, c'est-à-dire qu'on voit la suite, et donc on fait monter Bonaparte, puis l'Amérique, on s'en occupe pas. Quelque chose, simplement un petit point qui montre bien le déséquilibre entre les deux histoires. Il y a quelques combats, c'est pour ça que quasi-guerre, alors la guerre n'a pas été déclarée, notamment les Français n'ont jamais envisagé de faire la guerre aux États-Unis. Alors, jamais, jamais, jamais. Les Américains se sont posé la question de déclarer la guerre à la France. Il y a quelques batailles navales entre les enfin, non, pas bataille navale. Il y a quelques navires qui se rencontrent et qui combattent. En gros, le plus gros combat que moi j'ai pu, dont j'ai pu avoir connaissance, on a peut-être 3 frégates, peut-être, je sais pas, 50 hommes, vous voyez, des frégates de 50 hommes
Aboukir, on a 3 jours de bataille, on a 5000 morts, on a des 3 ponts, etc. etc. C'est-à-dire que, si vous voulez, d'un côté c'est une petite escarmouche, de l'autre côté c'est une vraie bataille navale. Le problème, enfin pas le problème, mais le fait c'est qu'à l'échelle américaine, bah, c'est le début de l'US Navy. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais le département de la marine des États-Unis est fondé en 1798 et sa première mission c'est de combattre les Français, de combattre les navires de guerre français. Pas le commerce, de toute façon il n'y a plus de commerce français à cause des Anglais, mais d'aller combattre notamment, d'aller chasser les pirates qui sont en Guadeloupe et à Saint-Domingue, de protéger la navigation américaine. Et donc pour eux, la marine de guerre, tous ceux qu'on va retrouver, par exemple l'amiral Decatur qui a une rue notamment à Atlanta, ils vont faire leurs premières armes contre la France, contre les navires français. C'est pour ça qu'en France on n'en parle pas, parce que ça compte pas. Ça compte pas. Ce qui compte, c'est l'Europe. Enfin, ça compte pas, mais quand on cherche des archives dessus, bah, on trouve des éléments. Mais c'est pour ça que les historiens l'évoquent comme ça rapidement, parce que ça n'a pas de grandes conséquences pour la France. En fait, ça a des conséquences pour les Américains, c'est pour ça qu'il y a pas mal de littérature aux États-Unis et qu'il y en a relativement peu en France. D'accord. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que ça participe de la construction de la nation américaine ? Alors là, oui, bah, par exemple, encore une fois, le département de la marine américaine qui est créé le 30 avril 1798, si je ne me trompe pas, le département de la marine américaine, alors indépendamment de la dimension opératoire, d'affirmer sa souveraineté aussi sur les eaux territoriales américaines, c'est aussi, les marins sont vus comme des gens qui combattent pour la liberté des mers face aux oppresseurs, britanniques certes, parce que les Britanniques ne se gênent pas pour prendre des navires américains, mais aussi français. La première victoire du capitaine Truxton, la première victoire contre un navire de guerre français est vraiment célébrée aux États-Unis. C'est une fierté, et c'est pour ça que l'affaire XYZ, ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi c'est une instrumentalisation d'Adams, parce qu'en fait, en deux mots pourquoi, parce que les diplomates américains savaient très bien que s'ils voulaient voir Talleyrand, ils devraient payer. Parce que ça se faisait comme ça. Les diplomates européens le faisaient. Et évidemment, hop, Adams saute sur l'occasion et se dit, ah bah tiens, hop, et ça permet d'écarter ses rivaux, disons francophiles, et de dire, voilà, il faut absolument aller à la mer, construire une marine. Oui, mais construire une marine, c'est quoi? Construire une marine, c'est forcément une marine fédérale. Et donc, ça veut dire amenuiser le pouvoir des États. Et on est toujours dans cet éternel débat aux États-Unis entre le pouvoir des États particuliers et le pouvoir de l'État fédéral. Une marine de guerre, ça peut être qu'une marine. Vous pensez bien que le Connecticut ne va pas avoir des navires de guerre, quoi, en tant que tel. Donc il faut absolument s'unir. Donc c'est un niveau supérieur d'union entre les États et donc de constitution, finalement, de cristallisation des États-Unis. Finalement, vous me dites qui veut intervenir. Finalement, dans l'affaire XYZ, il paye pas à la fin. Ah non, il paye pas. Non, il paye pas. Et au moment de la négociation de la paix de Mortefontaine, Adams, en gros, dit d'accord, on envoie des gens pour négocier la paix, mais on veut être sûr qu'ils soient reçus. Il ne dit pas gratuitement, mais c'est sous-entendu pour éviter une humiliation, parce que c'est considéré comme non, ils repartent en Amérique, et Marshall, qui va être d'ailleurs le premier président de la Cour suprême, Marshall est accueilli comme un héros. Il est vertueux, vous voyez, par rapport à la vieille... Et puis il y a tout un discours sur la vieille Europe corrompue, etc., etc. Donc, alors elle est passée de vieille Europe corrompue monarchique à avec ses excès révolutionnaires pour le cas de la France. Et dans ton titre, il y a un point d'interrogation sur l'amitié franco-américaine, le miracle. Ah, c'est le miracle, en fait, c'est le miracle. Mais donc, on en doute à la fin de ta conférence, mais moi, ma question, c'est est-ce qu'il y aurait un miracle d'amitié entre Washington et Lafayette? Après c'est toujours difficile, les relations entre les êtres humains, quel que soit le rang et la qualité des uns des autres, on sait tous, des gens avec qui ça passe, des gens avec qui ça passe moins. Effectivement, par exemple, à la bataille de Yorktown, c'est Lafayette et surtout Rochambeau qui vont convaincre, parce qu'au départ, Washington veut attaquer New York. Il dit non, il faut mieux aller à Yorktown parce qu'il y a l'armée anglaise qui est là, et si on arrive à vaincre l'armée anglaise, eh ben, en gros, ça sera terminé, et ce qui va se passer. Alors effectivement, il y a alors j'ai plus la différence d'âge, mais Washington est bien plus âgé que Lafayette. Lafayette, c'est un tout jeune homme, quand il va là-bas, il a une vingtaine d'années, il fait ses premières armes, et donc voilà, il
y a une relation entre les deux qui est forte, effectivement. Ce qui fait que d'ailleurs cette relation a même éclipsé celle de Rochambeau, qui est une relation plus technique entre experts militaires, enfin, entre généraux. Et avec un Lafayette formé évidemment à la guerre anglaise. Oui. Bonsoir, merci pour votre exposé. Une question très terre à terre. J'avais lu que Lafayette avait amené personnellement 1 million de livres, qui était une somme très importante à l'époque. Est-ce que vous avez en mémoire à peu près les budgets qu'ont dépensé la France pour aider Alors, non, j'ai inscrit dans mon livre, mais là je suis incapable de vous dire le montant de la dette. Je crois savoir qu'ils n'ont pas tout réglé, hein. Ils Alors- ont pas dû rembourser. Alors, c'est un peu plus... Combien ils nous doivent? Voilà, c'est ça la question. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, les Américains, alors je vais le dire avec des mots contemporains, ont fait une sorte de plan de remboursement aux Français. Et puis au moment de la paix, alors voilà, c'est une histoire qui traîne. Au moment de la paix, où en fait les Français et les Américains. Alors en fait cette paix de Mortefontaine, alors c'est intéressant parce que le début c'est exactement la phraséologie, si vous voulez, les formules qu'on trouve dans une paix avec une vraie guerre, hein, amitié, etc., etc. Bien. Il y a deux choses sur lesquelles les Français et les Américains se sont pas mis d'accord. En particulier, c'est les dédommagements que les Français devaient payer aux Américains pour les corsaires français qui ont saisi des navires américains en appliquant a priori les mêmes règles que les Anglais. Alors, il va y avoir toutes des transactions financières et les Américains vont dire, bon voilà, oui certes on vous doit de l'argent, mais comme vous nous avez pris des bateaux et vous devez donc nous dédommager, on fait une espèce de jeu comme ça qui fait que c'est passé à peu près à travers. Mais tout ça, disons que c'est passé par pertes et profits. En réalité, j'ai plus les chiffres en tête, hein, moi, je fais partie de ces historiens qui, dès qu'il y a plus de 3-0, je suis perdu. Non, la question de la dette américaine, en fait, elle n'est plus un sujet, je ne veux pas dire qu'elle est soldée, mais c'est plus un sujet à partir du début du 19e siècle, d'autant plus qu'à ce moment-là, on va avoir la vente de la Louisiane. Et là aussi, d'ailleurs, c'est peut-être un point que je peux évoquer rapidement, les Américains, quand ils voient, donc il y avait les Espagnols qui avaient la Louisiane, qui l'ont cédé aux Français, et les Américains, d'avoir les Français, on est au début 19e, donc on est sur la France puissante, avoir tout ce territoire au fond un peu sur leurs arrières, vers l'ouest, pour eux c'est un motif d'insatisfaction. Et en fait les Français vont vendre la Louisiane pour une raison assez simple, c'est que les Français sont en train de perdre Saint-Domingue. Et en gros, la Louisiane sans Saint-Domingue, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Donc c'est pour ça aussi que les Français, quand on dit aujourd'hui « Ah, mais quelle erreur d'avoir vendu la Louisiane, etc. » Oui, peut-être aujourd'hui, mais en fait, c'est comme pour la guerre de 7 ans, on dit « Ah, ils ont récupéré la Guadeloupe, ils ont laissé le Canada, quelle erreur, quelle erreur !» Bah, si on regarde ce que les gens de l'époque, la manière, enfin les données de l'époque, c'est des choses qui se tiennent, tout à fait. À propos de Lafayette, donc tu as parlé des motivations de Lafayette, Oui. et tu nous as donné une citation là où il est, Enthousiaste. il est épris de liberté. Et une question qui me taraude, pourquoi lui et quelques nobles, on pense par exemple pas loin d'ici à un petit village qui s'appelle Saint-Ouen de la Rouerie, et Tuffin de la Rouerie, le marquis de la Rouerie va aussi partir en Amérique. Oui. Donc comment on explique que ces aristocrates, jeunes aristocrates sont... Je pense qu'il y a derrière on est à l'époque des Lumières. Il y a cet idéal de liberté. Il y a des jeunes gens qui ont envie d'aventure. Et oui, de l'idéalisme, les gens qui partent servir une belle cause, et en plus c'est contre les Anglais, donc ça rend la cause 2 fois plus belle. Si je veux dire. Ils étaient un petit peu désœuvrés, ces gens-là. Hein. Oui, bah il fallait qu'ils fassent leur... Alors il faut aussi voir que c'est des gens qui doivent aussi faire leurs preuves. C'est-à-dire dans la société, enfin... donc il faut qu'ils fassent leurs preuves, donc ils vont là où ils peuvent faire leurs preuves autant que possible. Moi, j'avais une question, mais plus... voilà, donc je fais aussi partie d'une association qui s'appelle France-États-Unis. Donc on prône l'amitié franco-américaine. Moi aussi. Oui. Et je ne sais pas si je dois dire je suis où j'étais.
pro-américaine. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement? Est-ce qu'on est toujours amis avec les États-Unis? Est-ce que ce qui se passe avec Trump, c'est du pipeau pour simplement jouer la comédie? Au secours, j'ai peur. Alors, moi, je vais vous dire, alors, il se trouve que mon champ de spécialité, c'est plutôt les relations internationales, l'histoire diplomatique, alors 17e, 18e. Un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Voilà, ça c'est clair. On est, alors, amis, pas amis, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui se passe avec les États-Unis, au fond, alors c'est peut-être parce que moi j'ai ce prisme-là, mais l'idée de Trump de vouloir mettre la main sur le Canada, même si c'est quelque chose qui est lancé, je ne dis pas que tous les Américains veulent mettre la main sur le Canada, visiblement pas, et le Groenland, etc., mais c'est quelque chose qui a une histoire longue, en fait, quelque chose qui a une histoire longue. Et puis Trump, lui, réagit un peu comme un homme du 19e siècle qui mesure la puissance au nombre de kilomètres carrés. C'est-à-dire que vous imaginez la carte du monde aujourd'hui, c'est avec des couleurs pour les pays, imaginez que demain, vous ayez la même couleur, le Canada plus le Groenland. Vous imaginez la palette américaine, en quelque sorte. Alors, en fait, bon, là je sors un peu de mon champ de compétences pour donner plus une opinion. En fait, c'est toujours le problème avec ce genre de phénomène politique, c'est qu'il y a en quelque sorte des crans qui sont pris. C'est-à-dire que oui, il ne restera pas au pouvoir, alors on ne sait pas J.D. Vance qui sera, à mon avis, de vous à moi, je pense qu'il est encore pire. Mais bon, bref, admettons qu'il soit vaincu, mais est-ce que vraiment on reviendra en arrière? C'est pour ça que l'idée de certains partis dire « oui, mais on ne les a jamais essayés ». Oui, mais ce qui est des faits est des faits. Après, il faut le refaire. On peut le voir sur des tas de réformes, comme des questions de réforme des retraites, des gens qui disent « ah non, on vient au pouvoir, non, on va baisser l'âge de la retraite, etc. » Sauf qu'une fois que les gens qui vous disent ça sont au pouvoir, bah, ils le laissent. Ce qui est fait est fait. Donc, la question de l'amitié en franco-américaine, moi je vais vous dire, et je vais peut-être vous paraître un peu provocateur, parce qu'il se trouve que je suis un européiste convaincu, je trouve que finalement, Trump c'est la meilleure chose qui puisse arriver à l'Europe. Paradoxalement, parce qu'à un moment, nous Européens, il va falloir qu'on se... Excusez-moi, je vais être un peu familier, il va falloir qu'on se bouge. 450 millions d'habitants, on est les premières économies du monde. Si on ne fait rien, on va se faire bouffer. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, les pays d'Afrique qui se développent, alors évidemment, c'est pas demain. Le Nigeria, 230 millions d'habitants. Nous, Français, là c'est une opinion purement personnelle, évidemment vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais on est moins d'1% de la population mondiale. On a beau être la patrie des droits de l'homme, d'avoir fait des super Jeux Olympiques, etc. Si on ne renforce pas l'Union européenne, selon moi, à terme, on va se faire bouffer. Voilà. Mais ça n'est qu'une opinion. Je sors de mon rôle d'histoire. Mais peut-être qu'hier ou avant-hier, Marc Rutte, le patron de l'OTAN, a rappelé, il était au Parlement en fait à Strasbourg, a rappelé aux parlementaires que s'il pensait pouvoir se dispenser de l'aide américaine, il rêvait. Sauf à investir énormément. Mais oui, mais parce qu'on a pris le pli avec l'OTAN et de se dire, par exemple, les gros porteurs. On dit, bah non, on n'a pas besoin de gros porteurs, plus les Américains en ont. On ne va pas en avoir en plus. Bah oui, sauf qu'on n'a jamais pensé qu'il y aurait cette situation-là. En fait. Mais bon, encore une fois, c'est une opinion purement personnelle. C'est en fait, merci beaucoup pour votre conférence. C'est en fait un peu pour prolonger la question là. Mais comment les États-Unis ont réussi à faire une armée commune inter-État? Ah, alors, là je reprends ma casquette d'historien, parce qu'en fait, le problème au début de la guerre d'indépendance, c'est ce qu'on appelle les milices. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les milices? C'est des gens comme vous et moi, des civils qui s'arment et qui vont combattre. Mais à un moment, il a fallu passer un degré supplémentaire. Et ça a été le grand travail de Washington. C'est de faire comprendre, alors à l'époque, il y a le Congrès continental avec les délégués des colonies qui est réunis à Philadelphie, c'est de faire comprendre aux délégués et donc aux États qu'il faut absolument aller à un stade supérieur, le stade des États-Unis, et pas pour pouvoir faire une guerre, disons, générale à l'Angleterre. C'est pas, moi, le Connecticut, il n'y a plus d'anglais chez moi, hop, je suis tranquille. Non, non, j'ai besoin des autres et les autres ont besoin de moi. Et l'armée américaine, c'était un des premiers éléments qui va vraiment lier les différents États. Parce que, et c'est là où les Anglais en fait se sont trompés, c'est que quand ils ont, comme vous savez, avec la crise,
mis un certain nombre d'entraves et de punitions, de sanctions au port de Boston. Ils se sont dit, bon voilà, les gens de Boston vont pas être contents, mais les autres, ça va pas les déranger. Et c'est là où ils se sont trompés, c'est qu'il y a un sentiment d'américanité qui existait déjà. Et c'est précisément ce sentiment national, il est incarné, alors je suis en train de corriger les copies précisément sur ce genre de choses, ce que j'ai essayé de faire dire aux étudiants, c'est que précisément, la construction d'une nation, c'est le fait de dépasser le cadre de son État pour se penser dans le cadre des États-Unis. Et si on n'a pas en tête l'idée que la construction des États-Unis, c'est un processus qui est long, qui est un processus qui est difficile, qui est un processus qui est fragile, regardez aujourd'hui, on a toujours des tendances, notamment au Texas, me semble-t-il, mais sans doute ailleurs, de gens qui sont des, je sais pas, des indépendantistes texans, je sais pas, des autonomistes, etc. etc. Là, les États-Unis butent en permanence sur cette question de la répartition des pouvoirs entre les États et l'État. Regardez ce qui se passe dans le Minnesota actuellement. C'est-à-dire, est-ce que l'État fédéral peut s'arroger autant de pouvoir dans un État particulier ? Oui ou non. Et c'est pour ça que, encore une fois, il faut bien penser, ce sont des États-Unis. D'ailleurs, dans la déclaration d'indépendance, c'est une déclaration d'indépendance d'État. Ce n'est pas des provinces, on ne dit pas bah, nous les provinces de ceci, cela. Et c'est amusant parce que les Français disent les provinces d'Amérique du Nord. Voilà. Comment ça se fait qu'il y a eu des États au départ et pas un seul, ils étaient tous anglais? Ah, pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, quand on regarde l'histoire de la colonisation américaine, c'est une histoire qui est très différente en fonction des régions. Vous avez des différences religieuses. Par exemple, vous avez les puritains en Nouvelle-Angleterre, vous avez des anglicans en Virginie. Et en fait, les différentes colonies américaines, qui vont devenir des États, en fait, n'entretenaient que très peu de relations entre elles. Elles vivaient en quelque sorte côte à côte. Et ce qui va les unir, eh bien, c'est précisément quand les Anglais vont leur dire bah, vous devez payer des taxes. Pourquoi on leur a dit vous devez payer des taxes? Parce qu'on doit rembourser nos dettes, en fait, nous l'État britannique, parce qu'on a fait la guerre pour vous, pour chasser les Français. Vous savez, les Français que vous avez sur le dos, ce que je vous montrais tout à l'heure, bah, c'est pour vous qu'on a fait cette guerre-là. Donc à partir du moment où on a fait cette guerre pour vous, vous pouvez bien payer. Or, les Américains n'étaient pas représentés au Parlement, et c'est un des droits fondamentaux des Anglais, c'est le consentement à l'impôt. Et donc c'est au nom de ce principe anglais que les choses vont se dégrader. C'est pour ça qu'en fait la révolution américaine, c'est une révolution en réalité conservatrice. Et c'est une révolution politique et c'est sûrement pas une révolution sociale. C'est pour ça aussi que l'évolution de la révolution française fait très peur aux élites américaines, qui ont peur de ce qu'on appelle la mobocratie, c'est-à-dire le pouvoir le mob de la foule. Oui, donc c'est vraiment l'héritage de ces 13 colonies. Écoutez, on va en rester là. On va remercier le professeur. Deux choses. Vous prolongez la réflexion avec le livre du professeur, ou bien l'année prochaine, vous vous inscrivez à l'université de Nantes en histoire. Merci à tous.